Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le 2e épisode de ma série J'ai osé bifurquer, aka Job. Vous découvrirez le témoignage de Marion, ancienne salariée d'entreprise française en Argentine. Elle est maraîchère dans le Gers depuis plus de 10 ans. Je vous invite à écouter son histoire. Bonne écoute à vous. Alors moi, je m'appelle Marion, j'ai 35 ans et je suis maraîchère depuis 10 ans. Mais j'étais pas du tout partie pour être maraîchère dans la vie. Quand j'étais à l'école, je voulais devenir ingénieure parce que je viens d'une famille d'ingénieurs. Et ça les aurait rendus tellement fiers que je devienne ingénieure. Donc ça tombe bien, j'ai fait un bac S option sciences de l'ingénieur. Et la petite anecdote qui me fait rire, parce que je trouve que c'est tellement représentatif du reste de ma vie, c'est que pour rentrer dans une grande école d'ingé, en fait, on te fait passer tes vacances scolaires à faire des stages de préparation au concours d'entrée d'école d'ingé. Et j'étais allée passer un entretien pour être prise à ce stage de préparation. Et lors de l'entretien, j'échange avec un vieux monsieur. Et à la fin de l'entretien, il me dit « Mais en fait, mademoiselle, vous n'avez pas du tout le profil école d'ingénieur, vous avez totalement le profil école de commerce. » Et donc, il m'a dit « Mais évidemment, si vous voulez vous inscrire, on vous inscrit, je voulais juste vous dire ça là. » Et moi, j'étais bluffée à quel point, en un seul échange, il avait vu ça que moi, j'avais jamais vu. En même temps, j'avais jamais cherché. Et surtout, ma mère m'avait bien dit que c'était un stage qui coûtait une fortune. Et j'étais là, mais il a tout à perdre de me dire ça. Et donc, comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions, je me suis dit, c'est un signe du destin. Il a pris la décision pour moi. Donc, c'est parti. En fait, j'ai dit à ma mère, en fait, je vais faire une école de commerce. Il a tout à fait raison. J'en savais rien du tout. Hein. Mais disons que ça a totalement orienté mon choix. Et là, je peux pas dire que j'ai appris énormément de choses, à part à faire la fête, c'est vraiment ce qui se passe en école de commerce. Et sur mon stage de fin d'études, je suis partie en Argentine, parce qu'il fallait être trilingue à la fin de son parcours, donc j'ai juste choisi un pays qui parlait espagnol, le plus loin possible de la France, tant qu'à faire. C'était vraiment le hasard. Et j'ai trouvé un stage chez Citroën à Buenos Aires. Et là, je suis restée 6 mois en stage. Derrière ce stage, ils m'ont embauchée. Il y avait un super esprit d'équipe en entreprise, donc j'ai adoré. Et je suis restée assez longtemps chez eux. Et au final, je suis restée en tout 5 ans en Argentine. J'ai travaillé d'abord chez Citroën, puis chez Havas Media, où je faisais du placement de médias en ligne. Ça n'a vraiment rien à voir avec mon métier actuel. Et en fait, j'ai rencontré mon mari là-bas, qui travaillait aussi dans l'industrie automobile. Et ensemble, on a réservé un week-end. Un week-end en amoureux. Et les autres, qui avaient des petites cabañas, ils avaient une petite serre en hydroponie. Et en fait, c'est là que ça a commencé. Mais sur le moment, je ne le savais pas. Donc, on va visiter, on fait ce petit tour de cette petite serre. Et là, on goûte des fraises qui étaient genre ultra bonnes. Et on a dit, mais c'est dingue, des plantes qui poussent dans l'eau, ça fait des fraises qui ont beaucoup de goût, incroyable. Il faut qu'on essaye chez nous. Donc, on a monté un petit système hydroponique sur notre balcon et on faisait ça comme un hobby. Donc, le jour, on avait notre petite vie de cadre bien rangé, citadin. Le genre de métier, voilà, encore une fois, qui rend ses parents fiers. Parce qu'on fait des choses pour rendre fiers nos proches, parce que finalement, ça, c'est notre définition de la réussite. En fait, avant qu'on se forge notre propre définition de la réussite, c'est celle de nos proches qui compte. Et en même temps, c'est pas quelque chose de mauvais, parce que je sens que j'ai appris plein de choses dans ces expériences en entreprise. Et ça me permet aussi de garder en mémoire tout ce que j'aimais pas dans mon ancien métier. Et aujourd'hui, quand j'ai des difficultés, j'y repense souvent. Je me rappelle, je me douchais en repassant en boucle les PowerPoint que j'avais, la présentation. Et maintenant, non, je me douche en paix. C'est vachement important, vachement agréable. Enfin bon, j'étais stressée tout le temps. Mais bon, j'en garde un bon souvenir. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, on a décidé de déménager en France parce qu'en Argentine, c'était la crise économique. Ça l'est toujours, hein. Mais ça devenait vraiment grave. Et il y a aussi des problèmes de sécurité. Moi, je me suis fait pas mal embêtée et donc je voulais rentrer en France. Et je voulais aussi que mon mari, il connaisse la France, voilà, il connaissait à peine ma famille. Bon. Donc on se dit, ok, on se fait 2-3 ans d'expérience en France, puis après, pourquoi pas naviguer entre les deux pays. Spoiler alerte, ça fait 10 ans qu'on est en France, c'est pas du tout passé comme ça. Et donc, on a fait ça bien, dans le sens où c'est toujours ce que je raconte, parce que les gens me disent « Ouah, t'as été hyper courageuse et tout ». Pas du tout. J'avais un super plan B. On s'est tous les deux mis d'accord avec nos entreprises respectives pour se donner 1 an d'essai. Et si on n'arrivait pas à créer une entreprise, faire un projet qui nous plaise, on était repris chez Peugeot pour lui et Citroën pour moi
à Paris, porte de Saint-Ouen. Donc on avait un plan B en or. C'était pas du tout risqué, je suis pas du tout courageuse. C'était un test. Et en plus, comme dans notre ancienne vie, on gagnait très bien, on avait mis des sous de côté, donc économiquement, c'était pas non plus totalement aberrant. Parce que c'est vrai qu'on est arrivé en France sans le chômage du coup. Donc heureusement qu'on a mis les sous de côté. Après, la France est incroyable pour ça, c'est que tu as le RSA, les APL assez facilement, assez rapidement. Enfin, c'est vraiment, on a énormément de chance dans ce pays. Donc on se dit, ok, allez, on a 1 an pour essayer de faire un projet qui nous plaise, qui nous ressemble. Moi, j'avais vraiment cette envie d'aventure, de tester quelque chose qui soit moi, qui soit mon bébé. J'aime bien la création. Et donc on avait cette expérience d'avoir eu un petit balcon hydroponique qui nous avait nourris. On s'était dit, ça c'est vachement chouette. On va voir ce qui se fait en France au niveau de l'hydroponie. Alors pour comprendre notre projet, il faut comprendre ce que c'est que l'hydroponie, parce que c'est pas un mot qu'on trouve dans le langage courant. Hydro, c'est l'eau, et ponos, c'est le travail de l'eau. Donc l'hydroponie, c'est des plantes qui poussent en fait avec les racines qui trempent dans l'eau. C'est assez particulier parce que du coup, ça rentre dans la catégorie du hors-sol, donc on est indépendant du sol. Et c'est ce qui fait son avantage et son inconvénient. L'avantage, c'est que du coup, on peut faire pousser des plantes n'importe où, même et surtout quand il n'y a pas de sol. Il n'y a pas de sol, on pense tout de suite à des trucs bétonnés, donc oui, ça valorise des espaces inoccupés en ville, parce qu'on peut mettre sur des toits, sur des parkings, même en intérieur avec des lampes, même si c'est pas ce qu'on préfère, parce que la lumière de soleil, il n'y a rien qui est légal. Mais ça permet aussi de faire pousser des plantes sur des espaces qui sont pollués. Alors il y a des pollutions industrielles, surtout en périphérie des villes. Il y a aussi des pollutions agricoles, là, particulièrement dans les dom-toms, où ils ont un gros problème avec le chlordécone, qui a été utilisé dans les bananeraies et les parcelles de canne à sucre. Donc en fait, ils se retrouvent avec des terres qui sont juste plus arables. Et donc le hors-sol, c'est pas vraiment une solution, c'est juste une technique pansement, moi j'appelle ça une technique pansement. C'est pas ça qui va les sauver, mais en tout cas ça leur permet d'avoir une certaine autonomie alimentaire quand il n'y a plus le choix. Donc mon discours, c'est pas du tout de remplacer la terre par le hors-sol, c'est de développer le hors-sol de façon la plus écologique possible pour ceux et celles qui ne peuvent pas cultiver en terre ou qui ne veulent pas. Il y a aussi des gens qui trouvent que la terre elle est bien basse ou que c'est sale ou qui n'arrivent pas à cultiver en terre sans traiter. Et donc là, le fait d'être séparé de la terre, ça permet de ne pas traiter du tout. Enfin, nous, on ne traite pas du tout. Et puis surtout, vraiment, le gros avantage, c'est qu'on n'utilise presque pas d'eau, même si c'est totalement anti-intuitif, contre-intuitif, parce que les plantes poussent dans l'eau, mais en fait, l'eau, elle recircule par un système de pompe, et en fait, elle ne va pas disparaître, l'eau, jusqu'à ce qu'elle soit absorbée par les racines. Il y a très peu d'évapotranspiration, parce que le système est fait pour que ça ne s'évapore pas, et donc en fait, on utilise 90% moins d'eau en hydroponie qu'en terre. En terre, on ne peut pas dire que toute l'eau soit perdue. J'aime bien ramener la réalité, parce qu'il y a des personnes qui défendent un peu trop l'hydroponie et qui du coup sont pas tout à fait sincères, ça me plaît pas trop. On utilise moins d'eau en hydroponie qu'en terre, mais bon, en terre, l'eau qu'on utilise pour arroser ces plantes, elle n'est pas perdue non plus. En fait, elle retourne dans la grande boucle, elle va retomber dans les nappes phréatiques, et voilà. C'est pas de l'eau qui est gâchée ou gaspillée. Mais voilà, en tout cas, quand on paye son eau, on en utilise très peu en hydroponie, donc c'est un avantage. Et quand on a très peu, dans des pays où il y a très peu de pluie, c'est vraiment chouette de pouvoir la stocker et d'optimiser en tout cas cette ressource pour faire pousser un maximum de plantes avec cette eau. Donc il y a beaucoup, donc les personnes qui viennent se former, ils sont francophones parce qu'ils m'ont connu grâce aux vidéos YouTube. Et donc je reçois beaucoup de personnes d'Afrique francophones qui arrivent et qui ont des super grosses problématiques territoriales. Et en fait, ils n'ont pas le choix. Et franchement, c'est triste d'en arriver là. Il y a énormément de travail à faire par rapport au réchauffement climatique. Et l'hydroponie, voilà, c'est pas une solution. C'est juste une technique qui permet de faire pousser des plantes quand on n'a plus le choix de la terre. Voilà. Maintenant, je sais que c'est un peu bizarre que nous, on le fasse dans le Gers, où la terre, elle est plutôt arable. On se rappelle que le projet premier, c'était de l'installer en ville. On a juste changé de projet en cours de route. Mais heureusement, la serre, elle est située sur une zone où il n'y a rien qui poussait. C'est une grosse dalle d'argile. Donc du coup, je ne culpabilise pas trop de faire du hors-sol sur de la terre. Et d'ailleurs, on n'a absolument rien contre la terre. Et la moitié de nos surfaces cultivées, c'est en terre. Donc on cultive à moitié en terre et à moitié en hydroponie. Les deux sont ultra complémentaires. Et c'est très intéressant du coup de pouvoir comparer nous-mêmes les rendements de chaque variété en fonction du système de culture. Et l'hydroponie n'est pas forcément inerte. On a souvent cette vision qu'il n'y a pas de vie dans l'hydroponie. Et en fait, l'hydroponie, c'est comme la terre. Il y a plein de façons de faire.
Donc en terre, on peut faire du conventionnel ou du bio. En hydroponie, c'est pareil. On peut faire en minéral, donc ce serait un peu l'équivalent du conventionnel. Mais on peut faire de la bioponie, donc c'est la version bio de l'hydroponie, en mettant du coup des solutions nutritives bio dans l'eau. Et là, il faut ramener la vie pour décomposer les molécules organiques. Donc on fait des petites maisons pour les bactéries. Tout ça, c'est évidemment artificiel, alors qu'en terre, ça se fait de façon tout à fait naturelle. N'empêche que les bactéries, elles arrivent toutes seules parce qu'elles sont présentes dans l'air, et elles s'installent. Et nous, on doit s'assurer qu'elles restent vivantes, qu'elles décomposent bien les matières organiques. Et ensuite, la troisième façon de faire, c'est l'aquaponie. On va mettre des poissons dans le réservoir qui font caca. Ce caca de poisson est transformé par des bactéries. Tout ça, ça va nourrir les plantes. Et évidemment, il y a plein d'hybrides qui se font avec un peu de caca de poisson, un petit peu de minéraux, un petit peu de bio, etc. Chacun le fait un peu en fonction de ses ressources, de ses passions. Par exemple, moi, la pisciculture, ça ne me branche pas du tout. Donc, je ne fais pas d'aquaponie. On a des petits poissons dans le réservoir qui nous mangent les larves de moustiques, mais bon, ils sont tellement petits que ce n'est pas eux qui vont nourrir mes plantes. Donc, il y a une idée reçue aussi sur l'hydroponie qui dit hydroponie égale serre chauffée. Et en fait, ce n'est pas du tout corrélé. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'hydroponie dehors. On peut faire de l'hydroponie sous serre, on peut faire de l'hydroponie sous serre avec des lampes, exactement comme la culture en terre. On peut faire dehors, sous serre avec des lampes. Donc, nous, on est sous serre, sans lampe et sans chauffage. Voilà, c'est pas corrélé. Je mets ça là. En 2013, on se rend compte, en France, le constat est très triste par rapport à l'hydroponie. Soit les personnes considèrent que c'est quelque chose de totalement anti-écologique, qui fait des produits sans goût, donc l'hydroponie industrielle. Soit on va l'associer à la culture de cannabis en intérieur, donc pas du tout notre projet non plus. Et nous, on s'est dit, c'est vraiment dommage, il y a tout à faire. Nous, on aimerait bien faire connaître l'hydroponie à petite échelle et qu'ils fassent des plantes qui ont beaucoup de goût. Et donc ça, c'était un peu notre idéal. Mais on voulait s'installer en ville pour m'avoir de question de s'installer à la campagne. J'adorais la ville, j'adorais mon expérience en ville, et à 25 ans, on aime bien ça, quoi. Les sorties et tout. Donc on s'est dit, parfait, on va faire plutôt agriculture urbaine alors. À Paris, ça commençait tout juste à se débloquer, toute l'histoire de foncier, mais bon, c'était quand même encore très compliqué. Et les banques, tout de suite, on a vu, pour emprunter de l'argent, pour commencer une entreprise, il faut avoir un POC, le Proof of Concept, donc montrer que techniquement ça marche, qu'économiquement ça marche, etc. Donc on s'est dit, ok, en fait, il faut un endroit où on puisse monter une petite serre hydroponique, on montre que ça marche, et ensuite, ce sera beaucoup plus facile d'aller l'installer en ville. Et c'est comme ça que par le bouche à oreille, en fait, on a trouvé une serre à louer dans le Gers. Moi, je ne savais pas du tout où c'était. Ma famille, elle vient des Hautes-Alpes. On venait d'être parachutés d'Argentine. Je pensais même que le Gers, ça se prononçait Gers. Voilà, j'étais vraiment à l'arrache. Donc on arrive là, on se loue un petit appart, on a une serre à louer qui est vraiment chouette et on l'aménage. Et là, c'est les débuts. Donc on se retrousse les manches et il faut fabriquer quelque chose qui n'existe pas. Donc il y a beaucoup de techniques, mais ça nous plaît beaucoup. On ne compte pas les heures et ça tombe plutôt bien parce qu'en fait, en arrivant à la campagne, on ne connaissait personne. Donc on avait beaucoup de temps à y dédier. Donc les premières années, c'était plutôt du R&D. Et économiquement, bon, c'était vraiment dur parce que pour le coup, on n'avait pas de source de revenus au tout début. Et au bout de la deuxième année, techniquement, ça marchait, les plantes, elles poussaient. Et en fait, on commençait à avoir plein de plantes à manger. Donc ça, c'était chouette. Et on s'est dit, on va essayer de les vendre. Les ventes, c'était pas vraiment notre objectif premier parce que nous, on voulait vraiment faire un modèle qu'on puisse installer en ville. Et donc, en parallèle, voilà, je répondais à plein d'appels à projets. Enfin bon, j'essayais de monter les dossiers, de me faire des contacts à Paris. Et puis, donc, on a trouvé des clients pour vendre ces légumes qu'on avait en trop. Et en fait, ça s'est vraiment fait hyper naturellement. Ça n'a jamais été un choix à aucun moment de devenir maraîchère. J'ai commencé à vendre mes plantes. Puis en fait, je me suis prise au jeu. J'ai fait une étude de marché pour savoir à qui les vendre, les prix, les trucs, les machins. J'ai orienté mes productions en fonction. Donc on joue encore sur 2 tableaux. Puis au bout d'un moment, on a tiré un coup de frein à main. On a dit, OK, on prend du recul 2 secondes là, parce qu'on s'étale. On travaille sur l'agriculture urbaine, mais en même temps, on est devenu maraîcher. Donc pour vendre, j'ai dû me déclarer à la MSA. Enfin moi, je me suis fait un numéro de ciré, tout ce qu'il faut dans les clous. Et on s'est dit, waouh, en fait, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut vraiment retourner en ville ? On était hyper heureux à la campagne. Mais je ne pensais pas que je pouvais être aussi heureux en étant loin de mes proches, mais juste être dans la nature. Waouh, c'est fou. Ça me faisait un bien fou. J'étais apaisée, j'étais plus du tout stressée. Enfin, c'était... J'avais l'impression en fait de vivre en vacances et j'arrêtais pas de me dire je vais devoir retourner à la réalité, on va retourner à Paris, c'est bientôt fini, profites-en. Puis au bout d'un moment je dis ok, en fait je suis pas obligée. Et si on devenait maraîcher? Et donc on a dit d'accord, on arrête de faire la chasse au toit, là on a un truc qui marche, économiquement on a tiré des chiffres, on a dit ok, on peut s'en sortir, et du coup on a reviré et on est devenu agriculteur.
Donc la serre, on l'a trouvée en 2013, dès qu'on est arrivé. Et en fait, 1 an après, ou à peu près, on a fait le choix. Ça a été super rapide. Et là, on a eu une chance énorme. C'est que moi, j'ai eu un petit héritage qui m'a permis d'acheter une maison. Et ça, je trouve que ça compte beaucoup dans le projet. C'est vraiment une aide qui n'est pas du tout négligeable. Encore une fois, quand on dit « c'est hyper fort ce que vous faites et tout », on a pu acheter une petite maison, mais ça nous a permis de ne plus avoir à payer de loyer. Et ça, mine de rien, quand tu montes une entreprise et que du coup, tu n'es pas endetté par un crédit à rembourser tous les mois, ça t'enlève une charge qui est folle. Bon, on avait quand même droit au RSA, plus un petit peu ce qu'on gagnait. C'était pas la fête, mais j'ai pas eu l'impression de souffrir. Pourquoi ? Parce qu'à la campagne, il y a très peu de tentations. Et je pense que monter une entreprise en ville, c'est pas la même chose parce qu'on va suivre le rythme de vie de ses amis qui vont au café, qui vont boire des verres. On passe devant plein de petites boutiques qui ont des trucs super mignons qu'on a absolument envie d'acheter. En fait, il y a plein de besoins qui naissent. Alors que, en fait, quand ta vie, c'est ta petite maison qui est au milieu de nulle part et ta petite serre qui est au milieu de nulle part, il n'y a aucune tentation. Même si tu avais très envie de dépenser tes sous, faire 1 heure de route pour trouver un café un peu sympa. Donc, je pense que ça aussi, ça nous a beaucoup aidé à pas sombrer dans la déprime et à réussir à en sortir avec très peu sur les 2-3 premières années quand même. Quand on a commencé à dire qu'on devenait agriculteur, les réactions autour de nous, ça a été dur moralement. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ça a un peu changé, mais en tout cas, à l'époque, 2015, le monde paysan, c'était quelque chose qui avait une très grosse connotation négative. Il y avait aussi beaucoup de médiatisation autour des agriculteurs et du suicide, et du mal-être, etc. Et moi, je me suis dit, mais attends, là, ça va pas du tout. C'est quoi cette image qui ne colle pas du tout à la réalité ? Parce que j'étais face à des gens érudits, avec qui je peux avoir des discussions philosophiques hyper profondes, qui connaissent tous les auteurs. Je peux parler de musique pendant des heures, mais des gens qui ont beaucoup plus de connaissances que certains de mes amis citadins. Donc je me disais, mais c'est vraiment des idées fausses qui sont véhiculées, c'est trop dommage. Et donc c'est drôle parce que c'est même amis de mes parents qui me disaient comment ça, paysanne ? Quelques années plus tard, ils voulaient m'envoyer leurs enfants en stage parce qu'ils faisaient des dépressions. Donc ça me fait un peu rire. Oui, mais non, tu peux pas tout avoir. Bref. Alors moi, naturellement, je communique beaucoup autour de ce que je fais parce que je trouve ça passionnant et j'ai envie d'embarquer tout le monde dans le projet. Donc dès le début, au voisinage, j'ai raconté ce qu'on faisait et je proposais des visites de la serre à qui ils voulaient. Et j'étais inquiète forcément de leur réaction parce qu'on fait du hors-sol, ce qui est très mal vu en France. Et en plus, mon mari est étranger et on était à la campagne. Donc je me disais, oulala, comment est-ce qu'on va être perçu ? Et en fait, c'est génial. C'est peut-être le Gers, la magie du Gers, qui est une terre très accueillante. Mais on nous a jamais fait une seule remarque négative. Ça ne veut pas dire qu'ils parlent pas mal de nous parfois dans notre dos, mais tant que c'est dans mon dos, ça va. La seule chose qu'on m'a dit, c'est qu'on était un peu des illuminés. Moi, ça me va très bien, illuminés. Mais à mon avis, l'attitude joue aussi beaucoup parce que c'est des gens qui sont là depuis des générations. Nous, on débarque, il ne faut pas avoir l'air d'être meilleur ou d'être plus fort, pas du tout. Et puis, ils nous ont vus nous lever à l'aube comme eux, rouler dans notre voiture pourrie comme eux. On n'arrive pas avec trop de facilité ou trop d'orgueil. Donc, je pense que ça aide beaucoup à se faire intégrer. Et puis, même si des fois, j'ai eu des doutes par rapport à certaines pratiques culturelles qu'eux font, je ne vais jamais être dans l'agressivité parce que je pars du principe que dans chaque façon de faire, il y a du bien et du mal. Et donc, je vais toujours essayer d'aller creuser. Donc, du coup, mes voisins, Viti, Agri, je vais toujours aller les voir et leur poser des questions et m'intéresser. Et ça, c'est hyper enrichissant pour moi parce que j'apprends plein de choses. Je pense que du coup, ça aide aussi à nouer des relations qui sont fortes. Et à la campagne, on a vraiment besoin les uns des autres. Naturellement, il y a une entraide qui est incroyable. Et on a pu compter sur notre voisin un nombre incalculable de fois et montrer que nous aussi, on était à la disposition s'ils avaient besoin d'aide. Et c'est très riche, surtout quand tu es loin de ta famille. Donc autant moi, j'ai eu des petites aides au fur et à mesure de mon projet. Le fait d'avoir pu avoir une maison sans m'endetter, d'avoir le soutien de ma famille qui a jamais essayé de me décourager ou me mettre des bâtons dans les roues, juste qui trouvait ça un peu bizarre, mon histoire d'avoir payé 5 ans d'études pour devenir agricultrice. Mais j'ai aussi des inconvénients, et l'inconvénient principal pour moi, c'était d'être loin de tout le monde. Donc de ne pas avoir d'amis proches ou de famille que je puisse solliciter quand il faut porter 18 cagettes entre 3 et 5 heures du matin. Enfin bon, plein de petits trucs comme ça, on aurait bien besoin d'avoir des gens à côté. Et là-dessus, le voisinage, on a pu compter dessus et ça, c'est chouette. Donc ce qu'on a monté, c'était quelque chose qui n'existait pas en France. On a repris les systèmes de culture qui étaient utilisés pour faire pousser du cannabis, c'est-à-dire qu'ils font des produits qui, a priori, sont très forts en saveur. Et juste, on les a mis à plus grande échelle. Les systèmes qui existaient, c'était sur 2-3 mètres carrés. Nous, on a fait une ferme de 600 mètres carrés. Et généralement, les fermes de tomates, ça va être 1 hectare, 2 hectares. Donc 10 000, 20 000
mètres carrés. Donc on est tout petit par rapport aux serres qui existent, mais en même temps beaucoup plus grand que ce qui existait en hydroponie en France. On est un peu allé fouiller ce qui se faisait à l'étranger. Donc on a suivi des formations en ligne aux États-Unis et en Hollande, donc en anglais. Trop poussées par rapport à ce qu'on fait, mais hyper intéressantes. Et qu'on suit à 2. Alors là où c'est chouette, et là aussi c'est le hasard, mais tellement génial, c'est qu'avec mon mari, on se complète très bien. Moi, je suis vraiment passionnée par la vie, les plantes, les variétés. J'adore la relation avec les clients, j'adore le partage et tout. Et lui, il n'aime pas du tout ça. Il est antisocial, c'est le geek. Il aime la physico-chimie dans l'eau, il aime les bactéries, il aime les molécules, il aime comprendre comment ça marche, il aime la technique. Donc on se complète bien. Donc sur les formations, on les suivait à 2. Ensuite, on débattait. Clairement, des fois, c'était lui qui comprenait mieux, des fois, c'était moi. Et ça aide bien. Quand même, il y a un truc qui nous a manqué, c'est d'avoir construit quelque chose par rapport à notre bon sens. En fait, on s'est dit, je pense que ça doit se faire comme ça, et je pense que ça doit se faire comme ça. Et en France, il n'y avait vraiment rien. Et en Europe, de manière générale, il n'y avait vraiment rien. Donc, ce qu'on a fait en 2015, c'est qu'on a fait, je quote, un tour du monde de l'hydroponie. Donc, pour faire ça, on a fait un appel sur YouTube. Donc, j'avais déjà une petite communauté YouTube. J'ai fait une vidéo en anglais où je disais, on va faire un tour du monde de l'hydroponie. Qu'est-ce qu'il veut nous recevoir ? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer ce qu'il fait en hydroponie ? Qu'est-ce qu'il veut nous accueillir sur sa ferme ? Et donc, on a eu des messages du monde entier, de gens qui étaient prêts à nous recevoir chez eux. Bon, il a fallu choisir un parcours par rapport à nos moyens pour payer les billets d'avion. Et en contrepartie, on a fait des vidéos dans les fermes de chacune de ces personnes qui nous ont accueillis. Et donc, on est allé en Suisse, il y avait une ferme en Suisse. Ensuite, on est allé en Uruguay, en Argentine, au Chili, aux États-Unis. On a passé un bon bout de temps aux États-Unis, dans la partie Arizona, qui est très aride. Donc, il y a énormément de choses qui sont développées. Et là, par des contacts, on s'est retrouvés dans des situations lunaires, dans des jets privés. On allait donner des cours dans une université spécialisée sur l'hydroponie, mais totalement lunaire. Ça m'a fait du coup une série YouTube incroyable de vidéos là-dessus. Après, on est allé à Cuba aussi, voir l'organoponie, qui est hyper intéressant. Bref, on est rentré en France, après, je crois que c'était 3 mois de voyage. Et là, on a dit, ok, c'est pas tout à fait déco dans ce qu'on fait, on est dans les clous, mais en effet, il y a aussi cette technique, ce matériau, etc. Et ça nous a permis vraiment de nous fixer sur ce qu'on voulait faire et d'être hyper rassurés. Parce qu'on est comme tout le monde, tu vois, on a le syndrome de l'imposteur, on se dit, est-ce qu'on fait bien ou pas ? Bon. Donc ça nous a vraiment rassurés, c'était chouette. Et est arrivé le moment où on a décidé de fonder une famille. 2017, je tombe enceinte. Et avoir un enfant, c'était pas du tout compatible avec nos horaires de travail. Parce qu'on faisait quand même des gros horaires. Et on n'en souffrait pas parce qu'on n'a pas l'impression de travailler quand on aime trop ce qu'on fait. C'est comme tout, il y a toujours un petit pourcentage de trucs relous, mais vraiment, j'ai pas du tout l'impression de travailler. Je m'étais dit innocemment, je mettrai le bébé en porte-bébé, tout ira bien, tu parles. Bon, déjà, j'ai accouché prématurément parce que j'étais encore dans la serre à trifouiller mes plantes au 8e mois, donc forcément, la petite est arrivée en avance. Voilà, ça m'apprendra. Et ensuite, tu la colles sur ton dos peut-être 1 mois, mais pas beaucoup plus, parce qu'après ça, l'enfant veut gigoter. Et dans une serre, il y a plein de choses qui n'ont pas du tout la bonne taille, qui doivent pas être avalées par les bébés. Donc les petites billes d'argile, c'est vraiment pas du tout bien pour les enfants. Donc, c'était pas compatible. Et en plus, ce qui s'est passé, et ça parlera peut-être à beaucoup de mamans, c'est que ma serre, c'était mon bébé, et quand mon bébé humain est né, je m'en foutais de tout le reste. Je voulais juste être avec ma fille, et en fait, j'ai totalement abandonné mon projet. Ça m'intéressait plus. Il n'y avait plus la flamme. C'est revenu après, mais sur le moment, j'avais plus envie d'y aller. Et donc, c'était la première année, j'avais un peu anticipé, j'avais pris un stagiaire pour la première fois. Et ce stagiaire, quand on s'est rendu compte que un bébé, ça prenait beaucoup de temps, qu'on avait envie de faire les choses bien, de ne pas la faire garder, bon bref. Lui, il ne voulait pas partir du stage, il voulait rester avec nous. Et donc, du coup, on l'a associé à l'équipe. Voilà. Et il est resté pendant 4 ans. Voilà, Iris. Et maintenant, il est reparti en ville, il est reparti à Paris, lui. C'est lui qui a fini par vivre le rêve de l'agriculture urbaine. Il fait de l'hydroponie sur les toits maintenant. Et donc, en devenant 3, ça a changé, en fait, la forme de l'entreprise. Donc ça, c'était 2017. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, il fallait qu'on gagne plus de sous. Et donc, il fallait développer d'autres activités. Et ça tombait bien parce que moi, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour de ce que je pouvais apprendre. Et même si j'adorais y aller, je pense que j'ai ce besoin de toujours être en phase d'apprentissage. Et donc, j'ai décidé de créer des formations en ligne. Pardon. Et donc, j'ai décidé de créer des formations
Au début, c'était que présentiel. Donc on a repris toutes nos connaissances, on les a synthétisées. Au début, c'était très moche, c'était un PowerPoint. Les gens venaient et devaient se taper du PowerPoint et puis des gestes pratiques. Et en fait, assez rapidement, la conscience écologique m'est tombée dessus. Je faisais venir des gens de très très loin et ils prenaient tous l'avion pour venir. Beaucoup de gens, je m'y attendais pas, hein, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger ou des dom-toms. Et parce que pour eux, l'hydroponie, c'est une des solutions au changement climatique. Et donc voilà, toutes ces personnes qui prenaient l'avion pour venir de La Réunion, moi, je ne pouvais pas assumer ça. Donc on a dit, OK, on va faire des formations en ligne, comme ça. Ceux qui veulent se déplacer, ils peuvent, il y aura toujours des stages pratiques, mais ceux qui n'ont pas les moyens, ou voilà, vous restez chez vous, vous le regardez depuis votre ordinateur, il y a un petit forum, on échange, voilà. Donc avec petit bébé en bas âge, la serre à faire tourner, j'ai commencé à filmer plein de vidéos de formation. Et ça tombait bien parce que moi, de toute façon, je filmais déjà des vidéos pour YouTube, donc du matériel, j'en avais, et des trucs à raconter, j'en avais plein. Et j'ai pu aussi m'inspirer beaucoup de ce que j'avais vu à l'étranger pour alimenter les formations. C'était intéressant pour moi de montrer qu'il n'y a pas qu'un seul modèle. En fait, il faut faire de l'ancrage territorial. Chaque territoire va avoir ses spécificités. Chaque projet est unique. Chacun va préférer tel système pour telle raison, etc. Donc, je voulais vraiment montrer tous les possibles. Donc, on a fait des formations en ligne. Au début, j'ai fait une formation à la culture de micro-pousses, parce que c'est aussi un truc qu'on a développé, qui n'existait pas du tout. On a fait 2 ans de R&D dans le grenier. Et ça a bien marché. Donc ensuite, je me suis lancée formation en ligne pour monter une micro-ferme en hydroponie. Celle-là, elle est sortie en 2019. Et pour la petite anecdote, je l'ai éditée en grande partie depuis l'hôpital, parce que pour ma deuxième aussi, j'ai accouché prématurément. Mais ce coup-ci, j'étais 3 mois en avance. Donc j'ai passé 94 jours à l'hôpital. C'était pas le plus fun de ma vie. Mais voilà, j'éditais les petites vidéos depuis mes petites chambres. Et les infirmières, elles passaient, elles disaient, mais elle est totalement barrée celle-là. Mais je leur disais, ça me fait du bien. Donc voilà, elle me laissait tranquille. Moi, ça me permettait de penser à autre chose. Je me sentais utile parce que vraiment, 94 jours dans une chambre d'hôpital, en fait, c'est tout est là pour déprimer. Hein. En même temps, tu peux pas sortir, mais enfin, bon, c'était un peu dur. Et après, en 2020, j'ai écrit un livre. Parce qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à l'hydroponie pour, je sais pas, au projet ou même pour chez soi. Où il y a beaucoup de curieux. En fait, je me suis rendu compte, j'ai fait une campagne de financement participatif avec Mimosa qui m'ont trop bien aidé à faire cette campagne. Donc, je les remercie du fond du cœur. Et le livre, c'est chouette parce que du coup, c'est abordable. Et puis, c'était un peu un truc que je voulais écrire pour mes enfants. Tu vas écrire toute l'aventure d'une seule fois. Voilà, avec plein de photos. C'est un bel objet. C'est un gros livre. Il pèse 1 kilo. C'est un gros bébé. À peu près le poids de ma fille à sa naissance, d'ailleurs. Tu vois. Et il marche très, très bien. Tellement bien que là, j'ai tout vendu. Du coup, je dois en réimprimer. C'est la folie, je comprends pas comment ça se fait. Bon, l'inconvénient du livre, c'est que ce n'est absolument pas rentable comme projet. Je préviens tout le monde, ceux qui veulent écrire des livres, ne le faites pas pour l'argent. Faites-le pour plein d'autres raisons. Mais PayPal gagne à peu près la même chose que moi à chacune de mes ventes. Donc voilà. Montez plutôt des plateformes de paiement si vous voulez devenir riche. Un des plus grands challenges pour les entrepreneurs, c'est de rester droit dans ses bottes par rapport à ce qu'il veut faire de sa vie, par rapport à ses valeurs, etc. Moi, je suis vachement aidée par mon mari qui est genre solide. Moi, j'avais trop tendance à me laisser influencer par tous les signaux de la société qui associent la réussite à plein de choses qui sont pas forcément miennes, qui sont pas forcément mes choix et mes inspirations. Et plein de fois, j'ai été tentée d'accepter des projets un peu foufou à Dubaï ou je sais pas quoi, ou des projets qui nous enrichiraient mais qui colleraient pas avec nos valeurs, qui nous donneraient un peu de gloire ou je sais pas quoi. Et lui, il est trop bien parce qu'il arrête pas de me dire « Mais qu'est-ce que tu veux ?» Et en fait, moi, ce que je veux, c'est assez simple. Je veux me sentir libre, la liberté de pouvoir changer de projet à tout moment. Je veux pouvoir me regarder en face et savoir que je parle toujours avec sincérité, que je pense que je vivrais très mal le fait de raconter des gros mythos. Il y en a qui arrivent très bien, je sais pas comment ils font, hein. Mais moi, je peux pas du tout, je suis hyper exigeante avec moi-même là-dessus. Et surtout, je veux être tranquille, en fait, dans ma vie. Mais à ce moment-là de ma vie, en tout cas, là, avec des enfants en bas âge, ce que je cherche, c'est être paisible, être tranquille, pas avoir l'esprit pris par plein de choses qui me stressent. Donc, du coup, maintenant, je refuse plein de choses parce que je sais que même si c'est hyper excitant, ça va me stresser. Et donc, je prends pas. Parce que je veux être tranquille et avoir du temps. On a trouvé un équilibre
ce qui est fou, depuis quelques années, là, je dirais depuis 3 ans à peu près, alors l'équilibre, c'est un truc qui est en mouvance totale, hein, donc on est tout le temps en train de rajouter un petit coup à droite, un petit coup à gauche, mais là on est trop bien. Et le nombre de gens qui veulent venir mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est un truc de fou. Hein. Ton assureur, ton banquier, ton comptable, tout le monde veut que tu t'endettes pour t'agrandir. Mais là, vous êtes bien, là, vous pourriez agrandir la serre, embaucher, etc. Comme si ça, c'était quelque chose qui était désirable. Et donc, c'est très dur, sachant que tout dans la société te dit si tu as réussi, ça veut dire que tu as une grande surface, beaucoup d'employés. Alors qu'en fait, si tu te projettes et que d'un coup, tu as beaucoup d'employés à charge, c'est un enfer. Tu as plein d'humains à gérer. Tu repars dans une file de bureau à faire de la paperasse et des fiches de paye. Alors que moi, aujourd'hui, toutes mes matinées, je peux les passer à récolter mes petites fleurs, à les mettre dans des petites barquettes, à les prendre en photo et à publier sur les réseaux sociaux, à aller les livrer à des chefs restaurateurs qui sont ultra contents et des gens qui... Bon, bref. C'est un peu de vie différente. La façon dont il faut tout le temps redresser la roue pour rester sur ce chemin bien droit, c'est un travail qui est constant, que je n'avais pas du tout imaginé avant. Donc, lutter contre tout ça. Oups, pardon. Donc aujourd'hui, pour moi, l'équilibre, c'est pouvoir passer le mercredi après-midi avec mes enfants, des fois travailler le week-end, mais j'ai tellement pas l'impression de travailler, c'est incroyable. Être là à ces années, je centre beaucoup tout sur mes enfants, mais c'est tellement une partie importante de ma vie aujourd'hui. Je me dis, ok, jusqu'à peut-être 13-14 ans, elles ont envie de passer du temps avec moi. Après, elles n'auront plus envie de me voir. C'est sûr. Moi, je me rappelle, à l'adolescence, je voulais pas voir mes parents, je voulais tout faire sauf être avec mes parents. Donc je me dis, ça fait pas beaucoup d'années où il faut en profiter. Et là, j'ai envie de donner toute cette énergie là tout de suite. Et tous les projets qui me tentent un peu foufou, je me dis, ok, en fait, dans 10 ans, ma vie, elle sera pas finie. En fait, j'aurai 45 ans. Normalement, j'aurai encore plein d'énergie. Ce sera peut-être des projets pour plus tard, quand mes enfants ils voudront plus trop me voir. Et mine de rien, du coup, ça me crée un futur qui est désirable. Tu vois, et puis c'est rassurant. Je me dis pas, bon, c'est pas possible. Je me dis, ouais, plus tard. Et donc aujourd'hui, je me recentre pas mal sur mes enfants. Et économiquement, c'est toujours dur, même si, encore hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je comprends pas, tout a l'air tellement facile. Non. C'est la magie des réseaux sociaux. Comment dire ? C'est compliqué, le monde de l'entrepreneuriat, parce que tous les mois, tu te demandes, est-ce que ça va le faire le mois prochain ? C'est difficile de se projeter. Donc là, je dois faire réimprimer mon livre. Mais en fait, le budget, il est fou. Je ne sais pas si ça va passer ou pas. Il y a toujours des questions d'argent qui viennent un petit peu polluer ton quotidien. Mais c'est normal, on s'y habitue. Et encore une fois, là-dessus, ce qui me sauve, c'est d'avoir une certaine sobriété dans ma consommation. Et je pense que le fait de vivre à la campagne est pour beaucoup là-dessus. J'ai pas besoin de m'habiller. J'achète des beaux habits, moi, tous les jours. C'est jean, t-shirt et tout va bien. Et il n'y a personne qui me fait miroiter des objets dont j'aurais follement envie. Là, ça va être bientôt mon anniversaire et je ne sais même pas quoi donner comme idée tellement j'ai l'impression de ne pas avoir de besoins spécifiques. Après, peut-être que ça a aussi à voir avec il y a des caractères qui sont plus ou moins satisfaits ou insatisfaits. Je pense que ça se nourrit, mais je pense aussi il y a des gens qui ont plus de facilité à se satisfaire de ce qu'ils ont que d'autres. Je ne sais pas, ou peut-être une question d'éducation à creuser. Le fait du coup d'avoir franchi ce pas de changement de vie, ça donne un pouvoir qui est fou parce qu'on se rend compte qu'on en est capable. Et que toutes ces étapes qui paraissaient infranchissables, le fait de les avoir fait vraiment les unes après les autres, on se sent invincible après, d'une certaine façon. Et aujourd'hui, je pense que ce qui contribue à me rendre aussi sereine, c'est que je sais que si demain j'en ai marre, ça marche pas, ça me saoule, je serai capable de faire n'importe quoi d'autre. Et en fait, je pense que tous les entrepreneurs qui ont déjà créé une entreprise, ils ont cette espèce de pouvoir-là parce qu'ils ont, ok, en fait, j'ai déjà osé, en fait, je ne suis pas morte et tout est possible maintenant. Et il faut aussi accepter de faire des choses qui correspondent à ses besoins à un certain moment de la vie et que ça va évoluer. Moi, je m'imagine bien qu'à 65 ans, j'aurais peut-être plus envie d'être maraîchère et je suis déjà prête à accepter que peut-être qu'à 60 ou même 55 ans, je ferai une reconversion et j'aurai envie de retourner dans les bureaux parce que ce que je chercherai, ce sera plus l'aventure, ce sera la stabilité d'être une salariée et peut-être que je serai devenue Marion de la Compta. Ce n'est pas impossible, je l'accepte d'avance. Les gens autour de moi disent non, impossible, mais non, en fait on change tellement au cours d'une vie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews.
Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.